Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que... Bonjour, monsieur, vous allez bien? Oui, si on veut. Ah, si Dieu le veut, il l'autorise. Et puis vous êtes bien vivant, donc c'est que nous pouvons discuter. Oula, alors je sais pas c'est quoi votre particularité, mais je me suis coltiné suffisamment de barjots pour m'en affliger un de plus dans mes démarches administratives. Hein. Très bien, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et écoutez, je vais aller au plus simple. Hein. Alors je vous appelle juste parce que je voudrais changer mon abonnement de télé, parce que là je me suis claqué une ribambelle de films plus mauvais les uns que les autres, sans avoir en plus mon mot à dire. C'est-à-dire... Non mais je vous ai dit que j'allais au plus simple, hein, parce que de toute façon je crois que vous ne me croiriez pas. Alors allons, monsieur, aucun jugement hâtif sur notre clientèle, voyons. Le respect de celle-ci et le service de satisfaction qualitative sont nos priorités. Je vous écoute, dites-moi tout. Alors ça a commencé avec un vendeur en porte-à-porte qui était pas vraiment un vrai et qui avait un service de vidéo médiocre où les femmes prenaient des hommes pour des femmes de mèche avec un faux docteur et un vrai psyculturologue, certainement associé avec un JT agité à jeter et un vieux forestier lunaire. Est-ce que vous avez bu? Ah bah oui, sinon j'aurais soif. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas, faites-moi voyager dans l'idéal, montrez-moi des... Non, dites pas plus, non, dites pas plus. Déjà parce que ça fait beaucoup. Je peux vous proposer ces œuvres qui mériteraient un regard un petit peu plus approfondi et critique. Et je sens au son de votre voix que vous avez cet air vif et assidu sur le contenu audiovisuel auquel vous portez attention. Hein? Est-ce que ça vous dirait de plonger dans l'univers d'Arsène Lupin? Bah pourquoi pas? C'est vrai que je suis pas un grand connaisseur de l'œuvre de Maurice Blanc, mais la série avec Omar Sy m'a quand même vachement donné envie de me faire un marathon et toutes les saisons. Omar Sy? Omar Sy quoi? Bah la série Lupin sur Netflix. Mais moi je vous parle du film avec Romain Duris. Ah! Oh non! Merci patron! Merci patron! Merci patron! Merci patron! Clarisse. Arsène Lupin est un voleur insouciant détroussant l'aristocratie parisienne grâce à son charme redoutable. Sa rencontre avec une ensorcelante aventurière, la comtesse de Cagliostro, va transformer le pickpocket débutant en voleur de haut vol. Lancé sur la piste du trésor perdu des rois de France, que convoite une obscure confrérie royaliste, le jeune virtuose multiplie les coups d'éclat. Attaque d'un train lancé à pleine allure, course-poursuite dans les catacombes parisiennes, vol spectaculaire à la cathédrale de Rouen. Arsène Lupin est un film français sorti en 2004 et réalisé par Jean-Paul Salomé. Alors, ça vous tente pas un synopsis pareil? Ah bah normalement ça devrait envoyer du lourd, hein. Mais que sur le papier alors. Ah, bah alors si vous voulez, j'ai du PQ en rab, mais ce serait dommage pour une affiche qui est quand même assez belle. Non mais c'est bien le problème, c'est que visuellement c'est prometteur, mais c'est tout quoi. Alors déjà qu'ils ont piqué la police d'écriture de la Ligue des Gentlemen extraordinaires, qui était déjà pas forcément un chef-d'œuvre, sans être un navet pour autant, la photo fait penser à Jack l'Éventreur, et même le casting a l'air approprié. Ah mais je suis complètement d'accord avec vous. Christine Thomas et Pascal Grégory forment un duo d'antagonistes de malades. Oui, malade, ouais. Et ils vous le rendent bien tellement c'est soporifique. Vous vouliez dire charismatique, mais je ne vous en veux pas. En même temps, Eva Green en femme fatale, couper le souffle. Bah surtout à faire tapisserie tellement elle est transparente. Transcendante, je pense que c'est le mot que vous recherchez. Et pour ce qui est de Romain Duris, alors là, Romain Duris porte le film sur ses épaules. Et ça doit être un poids lourd pour lui, comme pour nous, tellement il n'arrive pas à être convaincant. Vous n'allez quand même pas me faire croire que vous préférez Omar Sy. Mais pourquoi je pourrais pas le préférer? Mais parce qu'il est... Il est... Il est quoi? Eh ben parce qu'il est... Parce qu'Omar l'a tué.
Pour un film qui pouvait promettre une intrigue mêlant aventure, phase d'infiltration, casse d'époque, le tout mêlé par un acteur avec des traits physiques et la personnalité charmante et à la fourbe du plus célèbre gentleman cambrioleur, il n'est rien. On s'emmerde littéralement à attendre qu'Arsène Lupin fasse de l'Arsène Lupin, et même dans les cadres historiques du début du personnage, le voir se faire mener à la baguette par une comtesse dont n'importe qui serait doué de mauvaises attentions se fait pitié. Le mythe du personnage met du temps à démarrer, trop de remplissage à base de dialogues, d'exposition, de scènes d'action, sans ambition, le tout sous une image à l'aspect crasseux dans des environnements à peine dépaysants et qui renforce ce côté terne, morose et triste, tout le contraire de ce qu'est censé être le protagoniste. Pourtant, moderniser les personnages en 2024 tout en gardant le charme d'antan, c'est possible. Mais bon, je crois que je pourrais préférer tenter le jeu qui va sortir sur PS5. Il me donne clairement plus envie. Je vous propose alors de faire un bond dans le temps de la banlieue 13 sortie la même année. 2004 aussi? Non, 5 ans plus tard. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Il vaudrait mieux que je sois enfermé parce qu'en fait je suis un grand criminel en puissance. Et si je reste dehors, j'ai peur de faire des bêtises. T'as déjà commis un crime? Non? Alors tu sais quoi? Reviens nous voir quand on aura commis un. Je te donnerai une belle chance, ok? Ok. Paris 2015, 2 ans après qu'un mur d'isolement ait été dressé dans la banlieue pour entourer et séparer les cités les plus ghettos, le gouvernement a changé et ce n'est pas pour le mieux. Les 5 différents quartiers ethniques cherchent à s'imposer de plus en plus et c'est Damien, ancien capitaine dans les commandos d'élite de l'armée française, experte en arts martiaux, et Leto, son meilleur ami, ancien habitué de la cité et contact infiltré, de régler ce problème. Le seul moyen pour sauver la cité est d'éviter le chaos. Inviter les différents chefs de gang de quartier à collaborer le temps d'une trêve éphémère dans l'intérêt de tous. Banlieue 13 Ultimatum est un film français sorti en 2009 et réalisé par Patrick Alessandrin. Ah, la France, bien de chez nous. Oui, c'est sûr que même pour la décennie 2010-2020, non seulement c'est pas l'image la plus glamour, mais pas non plus la plus élégante rapport à la réalité. Puis-je me permettre de vous demander si vous viviez à Paris à cette époque? Non? Alors vous ne pouviez pas dire que ce n'était pas comme ça, ou que ça l'était, ou inversement. Non mais sans déconner, c'est quoi ce faux argument? Dans la veine de l'opus précédent, cette fois-ci, ce nouvel opus passera à un niveau supérieur. Toujours plus cliché, toujours plus stéréotypé, et toujours plus d'amalgame qui ferait polémique. Aujourd'hui comme à l'époque. Une belle image ironique évidemment de la banlieue, une joyeuse valorisation de la cité toujours aussi ironique et surtout aucune idée reçue ou préjugée sur les différents quartiers. Un constat sarcastique de niveau 1000. Donc si j'en crois les images et les propos du film, il n'y a aucun camp qui puisse avoir une réputation à un minimum décente. Comment cela? Qu'est-ce que vous entendez par décent? Ben je sais pas, peut-être arrêter de faire des allusions à des gangs composés exclusivement de racailles qui vendent de la et équipés constamment d'armes à feu petites et gros calibre et au langage vulgaire. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais pourquoi vous me le recommandez si même vous l'approuvez pas? Mais heureusement que nous avons nos forces de l'ordre, des plus compétentes. En 2 mots alors. Comment? Non mais je comprends. Entre les chefs de quartier qui ont chacun leur particularité qui ne fait que renforcer leur manque de crédibilité, le latino qui a un flingue à la place du cœur, qui n'est tatoué d'une certaine croix, qui met des coups de boule dans tout et n'importe quoi, le black qui tranche les intrus à la machette, les asiatiques qui craquent en hacking, bref, le haut du gouvernement qui sont tous des cons incapables, qui ne se soucient encore moins du peuple que de la vraie vie, est évidemment les forces de police plus inefficaces que les gendarmes de Saint-Tropez. Le film vous régalera de ses salades scénaristiques, sauce blanche algérienne, samouraï, avec un supplément la flime. Les tentatives d'humour paraissent intrusives tant elles arrivent à des moments inappropriés, les combats n'ont aucun sens et franchement on sait pas comment les regarder pour les apprécier, et la morale de fin est d'une hypocrisie encore plus grande que celle du président lui-même. Au moins nous avons le capitaine Damien Thomasso pour nous défendre. Alors je veux pas avoir de problème avec Cyril Raffaelli, mais il est quand même vraiment meilleur pour des cascades ou des chorégraphies de films d'action que pour jouer la comédie, et ça malgré le CV qui se trimballe. Oh, c'est votre opinion. Restons en 2009, voulez-vous, mais dépaysons-nous un petit peu hors de la France. Mais c'est pas censé être une compilation de films français? Si. Bah alors? Eh bien partons en safari. Comment c'est... Oh non! Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron.
Bonjour, bonjour. Un petit peu d'attention s'il vous plaît. J'ai une petite surprise pour vous. Voilà, aujourd'hui, on va faire un petit détour au... Village des Faunos, c'est ça? C'est marqué sur la brochure. Visite du village des Faunos, c'est pas une surprise? À Nairobi, Richard Dacier, dirigeant d'une petite société proposant des safaris, perd au poker contre la mafia locale, laquelle n'hésite pas à nourrir les crocodiles avec les mauvais payeurs. Pour honorer sa dette de jeu, le voilà contraint par un certain monsieur Charles de convoyer une mallette jusqu'à la frontière somalienne à bord d'un car de touristes français en guise de couverture. Malheureusement pour eux, Dacier n'a rien à guide n'ayant pas mis les pieds depuis plus de 30 ans dans la brousse et a donc une peur bleue de la faune locale. Safari est un film français sorti en 2009 et réalisé par Olivier Barou. Je vous mets au défi de me vendre le film comme le personnage y vendrait son safari. Qui n'est pas vraiment le sien d'ailleurs en plus. Vous vous retrouverez au plus près des animaux exotiques de la savane. En toute sécurité? Alors, n'exagérons rien. Je vous propose un safari, pas un miracle à Lourdes. Évidemment. Quoi d'autre? Vous ferez connaissance avec les locaux. Des autochtones quoi. Allons, cher ami, restons courtois et polis, voulez-vous? On n'est pas amis, monsieur l'hypocrite. Et alors, à la tombée de la nuit, dès le premier campement, vous pourrez profiter de la grande ours dans le ciel. Vue et expérience exceptionnelle, alors que cette constellation n'est même pas visible dans l'hémisphère sud. Ah! T'as se demandé si c'est pas une blague qui est partie trop loin, genre une caméra cachée. En même temps, le film est sorti le 1er avril 2009. Ah bah tout s'explique. J'espère que vous aurez la même philosophie de vie que celle du Roi Lion, car vous allez en bouffer du Hakuna Matata. C'est même le défaut maladroit qui ressort du film. Il cherche tellement à vous arracher un rire de la gorge qu'il se rabat sur les situations si absurdes qu'elles paraissent plus invraisemblables que comiques. Aucun personnage n'est véritablement attachant, les péripéties qu'il rencontre naviguent paradoxalement entre l'incroyable malchance et la recherche d'ennuis volontaires, seuls les décors sont immersifs, et encore une fois, les meilleurs acteurs sont les animaux. Quand on pense qu'à une époque, c'est ce même duo mythique avec ce même humour absurde qui nous avait sorti Pamela Rose. C'est navrant. C'est qui? Cad et Olivier. C'est affligeant si vous préférez. C'est où ça, affligeant? Non mais c'est consternant. Alors attention à vos propos. On dit c'est simple d'esprit sterne. D'ailleurs, ça veut dire quoi, sterne? Oh, maison close de déjection. Eh bien, 3-0. Ah oui, effectivement, aucune bonne découverte jusqu'à maintenant. Vous pouvez être fiers. Vous êtes trop aimable. Mais je vais vous parler de l'œuvre suivante. Et merde. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Le grand con, là, le babot, là. Celui-là, je te préviens, la prochaine fois que je le vois, je le fous dans la scène. Parce qu'à mon avis, c'est le grand qui manipule le petit. C'est une ordure, ce pourri, là. Attends, ils sont venus au club, ils ont pris toutes leurs affaires. Et tu sais où ils sont partis? Au PSG Paris Saint-Germain. Parce qu'ils ont signé au PSG. Ils me l'ont dit, alors... Dans la cour de la prison de Fleury-Mérogis, détenus et gardiens s'affrontent au cours d'un match de football. Tibor Kovacs, un jeune Hongrois véritable passionné du ballon rond, rêve d'intégrer l'équipe de France. Pendant qu'il purge ses derniers jours de peine, son pote de cellule Manu décide d'unir leur destin en se faisant passer pour son agent convaincu de son talent. S'entame alors ce que les deux hommes envisagent comme une brillante carrière sportive et Tibor deviendra le plus grand joueur du monde. Dès sa libération, celui-ci se rend au Brésil à Copacabana pour convaincre Monsieur Alain Colonna, une ancienne légende du football international en retraite, anticipée, de reprendre du service. 3-0 est un film français sorti en 2002 et réalisé par Fabien Ottinante. Vous aimez le foot? Oui, bon, pas plus que ça. Eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est oui ou bien c'est non? Oui, de temps en temps, quelques matchs d'équipe de France pour le mondial ou l'euro. Oui. Pas pour un récit fictif d'un joueur qui n'existe pas et n'a jamais existé au cinéma. Oh là 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 là, quelle erreur du joueur français, quelle erreur! L'intention de faire une comédie avec comme toile de fond le côté obscur du milieu du foot professionnel pouvait être louable sur le papier, mais se voir raté dans l'exécution. D'une part parce que le scénario est inutilement alambiqué, et d'autre part en raison de la mauvaise direction d'acteurs. Si Lanvin et Darmon, qui sont de grands professionnels, s'en sortent bien, les prestations de Le Bihan et Dutch sont calamiteuses.
calamiteuse. Isabelle Nanty, quant à elle, fait ce qu'elle peut en essayant d'intégrer, pour les plus attentifs, des références au milieu du ballon, du point de vue féminin, notamment avec un discours de motivation rappelant celui qu'Aimé Jacquet avait fait durant la Coupe du Monde en 98, retranscrit dans Les yeux dans les bleus, à ses joueuses et pour les moins attentifs avec une scène de douche non censurée. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce qu'il a fait. Ah bah, c'est bien à l'image de son réalisateur, hein. Toujours ce petit côté beau, rempli de caricatures et pleinement assumé d'autoniante, hein. Donc ça vaut bel et bien 3-0. Et 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Ça vous fait 4-0. Ah non, ça c'est la suite, monsieur. Comment ça? Eh bien, il se trouve qu'au moment où nous parlons, le réalisateur, toujours Otiniente, a déjà son scénario et son casting de prévu pour une suite en 2025 intitulée 4-0. Mais cet homme ne connaît donc aucune limite? Eh bien, permettez-moi, avant de conclure en beauté, d'inviter votre communauté à liker, partager, commenter la vidéo si elle leur a plu et à s'abonner à la chaîne. C'est important pour le référencement. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et en plus, vous faites de la réclame, mais vous avez vraiment honte de rien. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Mais oui, tu penses. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. 3 coups de pistolet quand il arrive, 3 coups quand il s'en va. Il est mexicain? Espagnol, ancien communiste, lendemain qui chante, clandestinité et tout le bazar. Et puis ici au Mexique, il a un peu changé. Quoique... Écrivain culte mais vieillissant et à court d'inspiration, Alexandre vit en monarque au fin fond du Mexique. Entouré de sa cour, constituée de personnages étranges et mystérieux, il trompe l'ennui par l'alcool, la boxe, les femmes et la montgolfière. Le producteur Philippi et son actrice Laure débarquent alors désireux d'acquérir les droits de l'adaptation du premier roman de l'artiste en film. Alexandre et Laure vont peu à peu se rapprocher et déclencher au sein de la communauté les passions les plus extrêmes. Le jour et la nuit est un film français sorti en 1997 et réalisé par Bernard-Henri Lévy. Oh, le mauvais goût du cinéma français à son paroxysme! Mais non, vous êtes beaucoup trop dur. Voyez en cette œuvre le SOS d'un terrien en détresse, l'appel au secours d'un artiste qui n'a plus goût à rien et ne se réconforte que dans le plaisir de la chair. Ta gueule, hein. C'est de la merde en barre, hein. C'est mâché, puis puis remâché, puis puis remâché, puis puis remâché, parce que oui, il faut pas abuser des bonnes choses. Divinité toute puissante descendante de la Sainte Mère Marie et du Père Joseph, veuillez surveiller votre langage des plus impertinents, vil fief et gredin. J'ai rien compris, mais le film se veut par les cahiers du cinéma pour être la pire réalisation audiovisuelle depuis 1945. Mais alors tout va bien, nous sommes 79 ans plus tard. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Hein. Je vais même pas prendre la peine de revenir sur les différents points qui font défaut au film. Déjà parce que ça serait trop long. Et surtout, il y a que ça, des défauts. Il n'y a pas une seule qualité. Autant montrer le film en entier directement. Alors je vais juste me contenter de vous lire les critiques, sachant que sur Allociné, la presse n'a émis aucune évaluation et que les avis des spectateurs sont en dessous d'une étoile. Navet certifié par Libération, débâcle absurde d'une patente prétention qu'il n'y a rien à sauver par l'humanité. Digne d'un mauvais roman photo avec ses meilleurs pires clichés respectés, méritant la palme d'or du grotesque d'après l'Express. Le réalisateur Claude Chabrol lui-même, connaissant BHL, ira jusqu'à déclarer au Figaro que là où ce film est très intéressant à analyser comme cas, c'est qu'il est vraiment très mauvais. BHL a fait le film le plus con de l'année, mais refusait d'y croire, alors que tout le monde le lui disait. Il ira même encore plus loin en 2009, en classant ce film parmi les 3 pires de l'histoire du cinéma, une impression confirmée et complétée par la version française du magazine Slate l'année suivante par la qualification de pire film de l'histoire tout court. Même le site spécialisé Nanarland va jusqu'à considérer le film comme un nanar de premier choix, quoi. Ce genre de film que même avec Alain Delon, ça finit par devenir drôle. D'ailleurs, il y aurait matière pour un J'ai pas ciné, là. Non mais attendez, on ne peut plus rien dire aussi. Parce que vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Ben oui. Et quoi donc? Eh bien qu'on ne peut plus rien dire. Et je ne finirai pas cette phrase, voilà tout. Et du coup, vous dites tout et rien et son contraire. Eh bien, c'est bien ce que je dis. À qui? Eh ben à vous.
Vous êtes un menteur. Bon, je vais raccrocher parce que là, ça y est, c'est bon, je suis gavé. Que si je continue à vous parler, je vais devoir venir jusque chez vous pour vous taper. Alors sur ce, bonne journée. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était que ça? Alors, t'as réussi à faire ta demande? Oh putain, je te jure, je suis gavé. Là, je suis au bout du bout du bout. La prochaine fois, je te jure, c'est toi qui t'y colle. Et moi, je vais faire un tour parce que j'en ai marre. Oh là 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 là, c'est quoi son problème? C'est pourtant pas compliqué l'administration française. Bien sûr. Non mais c'est dingue, tu veux quoi? Un super-héros pour tes galères quotidiennes?